Il y a aujourd'hui une part importante de la planète souvent oubliée, perdue au fin fond du nord-est de la Chine. Tellement perdue qu'on n'arrive jamais à la nommer précisément. Sibérie russe ou Sibérie chinoise. Mandchourie ou Heilongjiang, nom que les Chinois donnent au fleuve Amour, le fleuve du dragon noir qui sépare cette immense région en deux. Tantôt chinoise, tantôt russe, avec une brève incursion japonaise, elle se retrouve au cœur d'un nouveau jeu géopolitique entre la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. Car la frontière du fleuve Amour entre Sibérie et Chine ne suffit plus à contenir les appétits de Pékin, pas plus que les besoins en terre du peuple chinois. La pression démographique chinoise est telle que le déplacement des frontières existe déjà face à une présence russe de plus en plus parcellaire. Pour la Chine, il s'agit de sa survie alimentaire et énergétique. Pour la Russie, de la sauvegarde de son intégrité territoriale. Si Poutine mène son jeu d'échecs russe face à l'Ouest, à l'Est se joue une partie de jeu de Go. Le 22 mars 2013, Xi Jinping, tout nouvellement élu à la tête du Parti communiste chinois, choisit pour sa première visite internationale de rencontrer Vladimir Poutine. N'est-ce pas ce jour-là que le couronnement du rapprochement sino-russe a été consacré? Que Poutine, sachant qu'il allait affronter l'Ouest en Ukraine et en Crimée, a su qu'il allait être obligé de s'allier à l'Est avec la Chine. La Russie se sent sûre d'elle avec la Chine, l'Asie centrale, l'Inde, et c'est pour cela qu'elle se réoriente vers l'Orient. À l'époque de Staline, la Russie était un régime autoritaire de l'Est et elle cherchait des alliés à l'Est en tournant le dos à l'Ouest, en se délimitant par le rideau de fer. Aujourd'hui, la situation est à peu près la même. La Russie poutinienne, et je précise bien poutinienne, et non pas la Russie historique, la Russie poutinienne craint, n'a pas confiance et méprise l'Europe. Avec la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine devient infréquentable. Surtout après le 17 juillet 2014, où un avion de ligne est abattu avec 298 passagers à son bord par un missile russe. Entre Moscou et ses alliés occidentaux, flotte un parfum de guerre froide. Maintenant qu'on a un petit peu de recul par rapport aux événements d'Ukraine, on voit que le régime est toujours dans cette phase d'usure, de déclin, de crise, d'hypertension, qui va au point d'une sorte d'hystérie de la propagande pour essayer de convaincre les 140 millions d'habitants de la Russie et le monde entier que la Russie est un pays grand et fort, que la Russie peut tout, alors que c'est absolument pas le cas. Le 9 mai 2015 à Moscou, la Russie fête la fin de la Seconde Guerre mondiale par la plus grande parade militaire depuis la chute de l'URSS. Ведь Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
La séparation avec l'Occident est consommée. Aucun chef d'État occidental n'est présent. La Chine, mise à l'honneur par le président Poutine, se retrouve au premier plan en la personne du président Xi Jinping et d'un bataillon de l'armée chinoise qui prend part au défilé. Les investissements militaires chinois en croissance permanente se retrouvent en deuxième position derrière les États-Unis et viennent de passer devant ceux des Russes. Mais outre sa supériorité militaire à venir, la Chine dispose d'une carte maîtresse face à la Russie, celle de sa démographie. La population russe de 140 millions d'habitants va décliner pour atteindre 120 millions en 2050, équivalent à ce qu'elle était il y a un siècle. Il en ira de même pour la Sibérie extrême orientale russe qui passera de 7 à 5 millions d'habitants. L'État se préoccupe de l'Extrême-Orient en tenant compte du dépeuplement du pays en général. C'est encore plus remarquable en Extrême-Orient, qui est une région lointaine et moribonde. Par exemple, la Tchoukotka, dans le nord-est de l'Extrême-Orient, a perdu 2/3 de sa population en 25 ans. Pendant l'époque soviétique, l'État a beaucoup incité les gens à s'y installer en leur promettant de hauts salaires et des perspectives de carrière. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à quitter la région. Et il ne reste que les autochtones qui sont peu nombreux. Côté Chine, 120 millions de Chinois s'entassent dans les régions proches du fleuve Amour. 33 millions, rien que dans la province du Heilongjiang. Cette différence frappe les esprits. Les Russes imaginent des hordes de Chinois se déversant sur le sol extrême-oriental. Une migration de Chinois du nord-est, déjà aguerris au climat rude et polaire, ne peut que provoquer des mouvements de population inquiétants et modifier à long terme la géopolitique de la région. Nous avons une expression concernant l'immigration, la dérive occidentale. C'est-à-dire que la population va à la dérive de l'Est vers l'Ouest. De n'importe quelle région de l'Oural, elle se dirige vers l'Ouest. Il existe des flux migratoires des deux côtés, mais les flux vers l'Ouest prédominent. C'est pour ça que l'immigration fait diminuer la population de Sibérie et de l'Extrême-Orient. On ne peut rien y faire, parce que les ressources démographiques du pays sont très limitées. Avec ses 220 millions d'hectares de surface agricole cultivée et des terres en friche non encore exploitées, la Russie excite la convoitise de son grand voisin. Elle possède 11% des terres cultivables dans le monde, alors que la Chine n'en possède que 7%, pour nourrir 1,4 milliard d'habitants. 10 fois la population russe. Si la Chine est capable de chercher des territoires à l'autre bout du monde, elle regarde la Sibérie russe si proche comme un Eldorado à portée de main. La Chine a voulu régler le problème de ses frontières et elle a réussi à le faire assez bien au cours des années 80, 90 et même jusqu'à récemment, sur toute sa périphérie. Elle garde néanmoins en mémoire les territoires perdus
Alors, bien sûr, il y a eu un accord entre Moscou et Pékin pour les frontières sino-russes, mais il n'est pas dit qu'un régime ambitieux, encore plus ambitieux que celui qui est actuellement, se mette à ressortir des traces historiques de ce qui était la présence chinoise dans ces régions. En effet, il y a presque 4 siècles, le fleuve Amour était chinois des deux côtés. La dynastie Qing porte alors la Chine à son apogée, tant culturel que territorial. Et une grande partie de l'extrême-est sibérien fait partie de l'Empire chinois. 2 siècles plus tard, la Grande Russie tsariste est défaite en Crimée en 1856 lors d'une guerre qui l'oppose à la France, à l'Angleterre et à l'Empire ottoman. Cet échec à l'ouest va provoquer une réaction à l'est. En 1858, les armées russes annexent en Extrême-Orient les territoires situés au nord de l'Amour et à l'est de l'Ussuri et obtiennent la liberté de navigation sur le fleuve. Khabarovsk est la première ville fondée suite à cette prise de territoire. Vladivostok, maître de l'Orient, est l'aboutissement de la poussée russe vers l'océan Pacifique. Vladivostok, que les Chinois imperturbables appellent toujours Reichenway, la falaise aux concombres de mer. La Chine faisait partie des 5 pays adversaires de l'URSS, avec les États-Unis, l'Allemagne, Israël et la Grande-Bretagne. Après la chute de l'URSS, le modèle de développement de la Chine a attiré l'attention des communistes et parallèlement, une propagande anti-chinoise assez forte a été lancée. On parlait du péril jaune, de la colonisation de l'Extrême-Orient par la Chine et du fait que les Chinois s'y installent. Ce genre d'histoire effrayante avait beaucoup de succès à partir du milieu des années 1990 et cela jusqu'en 2005. Aujourd'hui, dans les campagnes, toutes ces histoires sont bien lointaines. Les Russes ont déjà cédé, louant aux Chinois d'immenses terres de 100 000 hectares pour une durée de 50 ans. Ici, on cultive du soja OGM, intégralement destiné à la Chine, qui en importe des millions de tonnes chaque année. Tout ce que la Russie a trouvé pour tenter de résoudre la terrible pénurie de main-d'œuvre est de proposer à ses concitoyens 1 hectare de terre gratuite. Imaginez-vous un Russe de Moscou ou d'ailleurs qui laisse son appartement et déménage en Sibérie pour 1 hectare de terre. Avec 1 hectare, dans le meilleur des cas, il est possible de nourrir sa famille avec des pommes de terre. Pour créer un business agricole, il faut des dizaines d'hectares. Si on veut y faire un business plus sérieux, il faut avoir une propriété privée avec un permis de construire, mais ça n'existe pas. Les gens comprennent bien qu'on va les tromper. Qu'est-ce que représente 1 hectare pour un pays dont la superficie est de 17 millions de kilomètres carrés? Я, если сейчас не буду работать сутками, то можно сворачивать мое хозяйство. Я, если 1000 гектар не посажу, я себе убыток сработаю. И получается, что спать приходится 2 часа? Не спать вообще надо. Вот он, вот видишь, приехал только что. Вот он лег в 7 часов спать. Вот сейчас приехал, видишь, завел трактор, заправил, сейчас поедет. Сутки работал. Из-за такой ситуации русские не хотят работать, потому что я не могу русскому работнику заплатить хорошую зарплату за зерновые. Вторая сторона, их никто сейчас не учит. Не у нас раньше, если
Камышовке было ПТУ, в Николаевке было СПТУ. Учили трактористов. Сейчас их нет.有3000多场地。3000多场地。那你们那佳木斯那边，你们家人这个多？家就4亩地。家一口人就4亩地，跟这没法比，就得打工，出来打工。是怎么过来的？谁从你们那招聘过来的？是我们老板，印在中国的朋友。老板是俄罗斯人。对对。他有中国朋友。对对对，咱们中国搁这边种地的特别多。Pour donner l'illusion de contrôler l'immigration des travailleurs chinois, le pouvoir central cherche encore désespérément à ralentir leur venue. Depuis peu, tous les travailleurs étrangers doivent passer un examen de bonne connaissance de la langue russe avant d'obtenir leur visa de travail. Mais de fait, cette loi est inapplicable et contournée par les patrons, car le problème essentiel est qu'on ne trouve pas d'ouvriers autres que chinois. Pour l'Extrême-Orient, cette loi n'est pas du tout adaptée. Ces exigences sont très étranges, vu les problèmes de main-d'œuvre qui existent. Cela augmente d'autant le prix de la main-d'œuvre.为了生存，为挣钱，这地方挣钱还是比我们国内好挣点。自己只要付出点劳动，换来卢布，挣点卢布回家。他们这个远东这个公司啊非常好，就是说这个人也非常好。就是说我办护照，我们的手续啥的，就是说非常快，都是正规的手续。我们办的都是劳动的大卡，在这工作。我们一有点什么难处，他们就是俄罗斯人的帮我们解决。这不通啊！不懂玩的。啊，哎的，那，哎，啊，皮利月的，德拉茨维吉爱的。À Moscou, il y a 8 suicides pour 100 000 personnes. Dans la région de Khabarovsk, ou dans le Kamtchatka, ça va de 80 à 100. Ce sont des chiffres bien supérieurs. Il s'agit de régions mornes, très pauvres, où la vie est vraiment dure et désespérée. Les gens n'ont pas les moyens de quitter ces endroits. Un homme russe a aujourd'hui une espérance de vie de 62 ans, comme un Éthiopien. Un jour prochain, les flux migratoires chinois n'auront plus rien de transitoire. Les Chinois resteront en grand nombre.
D'autant que les mesures incitatrices de Moscou pour les Russes restent sans effet. Les démographes ont conclu qu'il n'y a pas d'autre choix, si ce n'est faire venir 20 millions de Chinois. Si on veut que la Sibérie soit habitée par des ours, on peut tout faire pour réaliser ce projet. Mais ce serait quand même mieux si elle était habitée par des hommes. Pour cela, il faut les attirer en les encourageant. Cela signifie qu'il faut dire au revoir au fantasme du pouvoir centralisé qui réjouit tellement Poutine. En 2011, la Russie s'est dotée d'un nouveau ministère pour l'Extrême-Orient, qui, malgré l'attribution d'un budget de 125 milliards d'euros, s'est révélé totalement inefficace. L'administration de Poutine, située à 9000 km de Vladivostok, préfère privilégier des projets clinquants, inutiles, dont les habitants ne retirent aucun bénéfice, comme la construction de ce pont gigantesque qui relie Vladivostok à l'île Rouski, un endroit désert et battu par les vents. Le problème est que l'État russe a une vision limitée de la planification à long terme. Il n'est pas intéressant pour le gouvernement d'investir à long terme, puisque dans 10 ans, ses membres ne seront plus les mêmes et les personnes qui occupent les postes actuellement ne pourront pas profiter des fruits de ces investissements. Donc, il préfère les investissements à court terme. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à des progrès réels dans le développement de l'Extrême-Orient. Les propositions du pouvoir russe sont un véritable échec. Les fonds alloués disparaissent ou ne sont pas dirigés vers le développement vital de la région. Le réseau routier russe est indigent. Les autoroutes ont la taille de départementales. Et alors que la Russie en construit à peine quelques milliers de kilomètres, la Chine en a déjà réalisé 40 000. On vivait beaucoup mieux dans les années 70 et 80 que le peuple chinois. Et donc, par rapport au niveau de vie, on se sentait supérieur à eux. Quand nos premiers minibus sont partis en Chine, Suifenhe ne ressemblait pas à la ville actuelle. C'était un bourg. Il y avait des baraques en briques, chauffées au charbon, le sol était en béton, il y faisait très froid. On voyait très bien que les gens vivaient très mal et étaient très pauvres. Dans les années 90, la situation s'est rapidement inversée. On voyait que les Chinois pauvres travaillaient. L'État les stimulait et les aidait. Et d'un coup, Suifenhe est devenue une grande ville de 150 000 habitants. On y construisait des bâtiments qu'on ne construisait pas à Vladivostok à l'époque. Nous étions concentrés sur les questions politiques et idéologiques. Nous avons cessé de travailler et perdu toute notre industrie et on ne savait pas quoi faire. Il y a une étude d'après laquelle on voit que pendant toutes les décisions d'exécution de programmes du développement de l'Extrême-Orient, plus le programme est récent, moins on l'exécute. Par exemple, les programmes des années 60 étaient exécutés à 30%, alors que les programmes actuels ne sont pas appliqués du tout. Compte tenu du manque d'investissement, de l'état déplorable des infrastructures et de la faible population par rapport à l'immensité de la région, on ne peut pas espérer de résultats positifs et rapides. Face à cette situation, les entreprises locales sont livrées à elles-mêmes et affrontent seules ce Far Est sauvage.
RFP, première entreprise forestière de la région, trace et entretient elle-même les routes qui lui sont nécessaires pour arriver sur les lieux d'exploitation. Je suis le président du groupe RFP. En principe, je ne me présente pas comme président, car nous avons un seul président dans notre pays. L'un de nos plus grands actionnaires est Russia China Investment Fund, créé par le Fonds institutionnel de l'État russe et le fonds chinois CIC. Ces deux fonds se sont mis d'accord pour développer les investissements russo-chinois selon des conditions de parité. Je pense que c'est symbolique, et ce n'est pas par hasard, car l'Extrême-Orient est riche en différentes ressources. Le bois est une ressource évidente, qui est beaucoup demandée. Il y a des milliers de mètres cubes qui traversent la frontière quotidiennement. L'industrie du bois a été l'un des monopoles oligarchiques et évidemment très proche des réseaux poutiniens. Donc bien entendu, pour un entrepreneur dans une région, il faut arriver à pouvoir fonctionner, à avoir une entreprise rentable dans ce système opaque, ces systèmes de pression, de raquettes. En matière d'investissement, les Chinois ont de gros avantages, car les liquidités affluent. Blagoveshchensk, la vitrine de la réussite chinoise en extrême-est sibérien, fait face à la ville chinoise de Haihe. Et s'il n'y avait pas de frontières, l'ensemble du tissu urbain ne formerait qu'une seule ville. Tous les réseaux téléphoniques chinois fonctionnent à merveille et se jouent des frontières nationales. Depuis les sanctions économiques internationales contre la Russie, l'économie russe est en pleine récession. Nos partenaires chinois peuvent investir en empruntant chez eux avec des taux d'intérêt de 5 ou 6%, alors que nos taux d'intérêt à nous sont de l'ordre de 26%. Au moment où le monde entier abaisse ses taux d'intérêt en raison de la crise, la Russie relève les siens. Moi, en tant qu'industriel, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, en dehors des matières premières, l'économie russe n'a pas réussi à être compétitive sur les marchés régionaux ou internationaux. Enfin, avec les sanctions, qui touchent aussi le secteur bancaire et financier, les Russes, à la fois États et entreprises et banques, ont beaucoup de mal à se refinancer sur les marchés financiers mondiaux et même les marchés asiatiques. Et ça, je pense que Moscou ne l'avait pas anticipé, qu'on est dans une économie mondialisée. Donc on ne peut pas dire « Ah ben on ne parle plus aux Européens et puis tout va s'ouvrir miraculeusement en Asie ». Tout est lié aujourd'hui. Concernant la conquête des terres nordiques par les Chinois, soi-disant la terre rêvée, c'est un fantasme. Comment dire? Est-ce qu'il faut conquérir l'Extrême-Orient pour ça? Je pense qu'il suffit juste de réaliser de bons investissements. Madame Li Wenhui est un modèle accompli et bien intégré de la femme d'affaires chinoise. Un compagnon russe, une fille de 7 ans, 5 restaurants, une brasserie. Mais surtout une briqueterie, avec 800 000 m² de terrain sur lequel vont bientôt s'élever des immeubles. Pour Madame Li Wenhui, l'avenir est de construire des appartements en grand nombre pour accueillir le flux de ses compatriotes.
Je suis venue à Blagoveshchensk pour la première fois fin octobre 1992. Il faisait froid. Je portais un pantalon très épais et les jeunes Russes portaient des bottes hautes, des collants et des jupes. Qu'est-ce qu'elles étaient belles! Je n'avais jamais vu ça en Chine. Moi, j'avais l'habitude de porter les mêmes vêtements, jour et nuit, alors qu'elles se changeaient avant d'aller se coucher. C'était nouveau pour moi. Pour l'instant, nous ne fabriquons que de la brique rouge, de manière traditionnelle. Mais d'ici 1 ou 2 ans, nous aimerions investir dans un équipement plus moderne, afin de produire toute l'année. Nous avons fait une analyse du marché de la brique dans la région de l'Amour. Et il y a un potentiel de production d'1 milliard de briques rouges par an. Les Chinois n'ont plus peur d'afficher concrètement leur présence. La ville de Hegang, en Chine, possède, au centre d'une ville russe, une maison pour la représenter. Li Tianwei y a installé ses bureaux tout à côté. Comme Madame Li Wenhui, lui aussi est un modèle d'intégration. Il est présent en Russie extrême-orientale depuis 1992. Il est marié à une Russe et un premier enfant de 3 ans. Si un Chinois veut vivre en Russie ou ailleurs, ce qui compte le plus, ce sera la langue du pays. La langue est la clé pour s'intégrer à la vie sociale, sans quoi la communication est impossible. Et vivre sans communiquer est impossible. Tout le reste dépend de la bonne fortune. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé comme traducteur pendant quelques années. Puis j'ai commencé à faire du commerce, plus précisément le management logistique et le transport. C'est pour ces raisons que j'ai choisi la Russie. Car à cette époque-là, juste après la dissolution de l'URSS, le marché frontalier entre la Chine et la Russie était en pleine expansion. Les Chinois russophones étaient très demandés au début des années 90. Le fait de suivre des études à l'étranger était à la mode. Il y avait beaucoup d'expatriés. Les universités russes forment les nouvelles élites de demain et attirent les jeunes générations de Chinois vers des formations de haut niveau en commerce ou en communication. Si les Chinois sont trop nombreux en Sibérie, même plus que les Russes, c'est possible. Les Russes craignent que ces Chinois ne rentrent plus dans leur pays et donc restent en Russie. Alors là, ça va changer la donne démographique, voire la situation politique. De plus, il y aura certainement des confrontations culturelles, ethniques, religieuses et même économiques.
Maintenant, ce n'est pas très grave. Mais si un jour les Chinois deviennent riches, ce sera différent. Il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui prospèrent dans toutes ces régions frontalières, Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, et même au-delà d'ailleurs, jusqu'à Irkoutsk, pour le plus grand bénéfice, non seulement des Chinois bien sûr, mais également des Russes. Et là on en revient à ce partage qu'il y a entre l'intérêt qu'il y a à voir cette prospérité débordée sur les territoires russes et l'anxiété de voir que ce dynamisme pourrait se prolonger vers des situations beaucoup moins faciles à accepter par les Russes. La natalité russe régresse malgré la prime de 9 000 € versée au deuxième enfant. Les couples mixtes sont rares car la population russe reste distante, méfiante vis-à-vis des Chinois, voire davantage. La société russe, après une période de tolérance de façade et d'internationalisme, devient plus archaïque, traditionnaliste et raciste. Le niveau de xénophobie a beaucoup augmenté. Ce racisme, la Chine et les Chinois n'en ont que faire. Ce qui compte, ce sont les profits à venir. Les allées et venues des Chinois continuent de progresser et servent aussi les intérêts d'un État chinois qui s'accommode de cette émigration, voire l'encourage. L'État russe s'en arrange tout autant, comme deux États totalitaires qui ont, au plus haut niveau, décidé de s'allier. Le type de pouvoir qui existe en Chine ne menace pas du tout Poutine. La Chine ne va pas s'intéresser aux violations des droits de l'homme, ni à l'annexion de territoires envers d'autres pays, ou alors seulement si ça concerne directement la Chine. Elle ne pose pas de limites, comme en Occident. L'État chinois va interagir avec les Chinois qui vont peupler le territoire russe, en particulier la Sibérie. Il y aura une adaptation du peuple chinois à ce système qui met en place les pires traits du pouvoir personnel et dominant. Khabarovsk est le point de jonction où se négocient toutes les transactions entre investisseurs chinois et hommes d'affaires russes à la recherche de financement. Полезные ископаемые доказанных запасов 115 сортов, в том числе запасов полезных ископаемых горючих сванцев, молибдена, никеля, магния. Je représente le directeur général adjoint d'une entreprise technico-commerciale de la province du Tiling. Combien êtes-vous prête à investir? Y a-t-il des limites? Non, nous n'avons pas de limite. Il y a beaucoup de corporations financières qui visitent ce forum. Beaucoup d'entre elles sont prêtes à apporter leurs services à de nombreuses entreprises. Côté chinois, les connexions avec l'extrême-orient russe sont déjà en place. Les lignes TGV chinoises qui montent vers le nord depuis Pékin sont presque terminées. Alors qu'elles n'ont pas reçu l'autorisation russe de passer la frontière, elles sont déjà là, en attente de prolongement. Côté russe, on se demande si la région autonome juive du Birobidjan, créée en 1928 pour donner une terre aux juifs du RSS et du monde entier,
n'attendait pas les Chinois pour réveiller cette terre en sommeil qui regorge de minerais et de ressources. À l'exemple de cette mine de fer entièrement construite par des Chinois en train de sortir de terre. 1000 ouvriers et ingénieurs y séjournent en permanence. Une enclave chinoise dans l'Empire russe qui semble échapper au pouvoir national. C'est actuellement la plus grande réalisation industrielle en Sibérie extrême-orientale, qui attend d'être raccordée au réseau ferroviaire chinois lorsque le premier pont reliant la Chine à la Russie sur le fleuve Amour sera terminé. La Russie devient le satellite de la Chine. C'est une logique triste, mais réelle. Si on ne veut pas être le satellite de l'Occident, on est obligé d'être le satellite de l'Orient, en disant en même temps que la Russie est un État eurasiste indépendant de l'Occident et de l'Orient. C'est une erreur parce que la Russie poutinienne ne peut pas être seule une force géopolitique indépendante. C'est pour ça qu'elle devient de plus en plus dépendante de l'Orient chinois. Aujourd'hui, la Chine veut réaliser une nouvelle route de la soie. Prenons le Pakistan ou la Birmanie en exemple. S'il n'y a que la Chine qui fait des efforts, cette route n'existera jamais. Du Xinjiang à l'Europe, combien de pays doit-on traverser? Si les politiques de ces pays changent, comment la Chine pourra réagir? Par exemple, Kazakhstan. S'il arrive le même cas que la crise ukrainienne, ou que Nazarbayev décède, comment la Chine pourra garantir la première étape de la route? Ça pourra causer des problèmes. Pour la nouvelle route de la soie, dirigée vers l'Asie centrale, traversant le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, les Chinois ont besoin de la bienveillance de la Russie. Le 10 novembre 2014, lors de l'APEC, le Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique, face à l'ennemi commun, Barack Obama, Poutine et Xi Jinping ont signé un contrat mirifique pour la fourniture de gaz à la Chine. Gazprom s'engage à fournir sur 30 ans 38 milliards de mètres cubes à la Chine pour un coût de 400 milliards de dollars. Concernant la route de la soie maritime, de la Chine à l'Occident, il faut traverser le détroit de Malacca, le canal de Suez et le canal de Panama. Comme récemment, on veut ouvrir une porte d'entrée par la Grèce. Comment la Chine peut mobiliser de suite tout le monde à entretenir la circulation de ce trajet? Comment assurer la sécurité de la route maritime? Il y a un domaine qui n'est pas assez évoqué, je crois, c'est la notion de loi. Pour les problèmes intérieurs, la loi doit répondre aux intérêts, aux directives du parti. Mais ça a des effets sur le droit international. En ce sens que les règles internationales, nous disent les Chinois, nous intéresseront, on les respectera lorsque cela correspondra à nos intérêts. Donc il y a là des ambitions affichées de régir le monde
à la manière chinoise, selon les références culturelles ou autres, etc., mais non pas du tout de s'insérer dans un ordre du monde qui, bien qu'imparfait, existe et qu'il faut certainement améliorer, mais l'amélioration que voient les Chinois, c'est tout simplement d'imposer leur système aux autres. Pour la Chine face à la Russie, le jeu continue. Mais la partie n'est-elle pas déjà gagnée? La Chine n'a pas besoin de la Russie. Elle en a besoin maintenant, mais seulement de façon provisoire, afin de montrer aux États-Unis que la Russie est devenue son satellite. Cela renforce la position de la Chine, stratégiquement et psychologiquement, dans sa confrontation avec les États-Unis, sachant que la Chine veut devenir les États-Unis. La Fédération russe, incarnée par Poutine, ne le comprend pas. La Russie et la Chine sont deux partenaires incompatibles. La Chine veut contraindre les États-Unis à trouver une nouvelle forme de négociation. En cas d'échec, elle utilisera la Russie contre l'Occident. En tout cas, il est difficile de ne pas avoir remarqué le défilé militaire organisé par le Parti communiste chinois le 3 septembre 2015 lors du 70e anniversaire de la reddition du Japon. Placé aux côtés de Xi Jinping, Vladimir Poutine semble revivre son propre défilé du mois de mai 2015. Décidément, chaque défilé guerrier les place côte à côte, dans la même intention d'une nouvelle démonstration de force dirigée vers les États-Unis et ses alliés. La frontière sibérienne sino-russe n'est plus qu'un trait mouvant, séparant un territoire sans population d'un peuple qui manque de territoire. Comme dans une partie de jeu de Go, l'encerclement paraît inévitable. Les dirigeants chinois qui, pendant des années, ont suivi le conseil de Deng Xiaoping de rester discrets et de cacher leur puissance, en ont fini aujourd'hui avec cette attitude. Ils affichent dorénavant leurs ambitions. L'expansionnisme chinois en est à son prologue, dans une stratégie globale qui se projette à 50 ans. Fort des leçons de l'échec soviétique, le Parti communiste chinois se veut éternel, à l'image de la grue à couronne rouge qui vit sur les deux rives du fleuve Amour. En Chine, elle est symbole de l'immortalité.